Eh bien, on va attaquer. Donc, revue de presse astronomique. Oui. Donc là, les premiers résultats dont je vais parler, c'est les premiers résultats du JWST. JWST, ça veut dire James Webb Space Telescope. James Webb, c'est un ancien administrateur de la NASA. Donc, le nom du télescope a été donné comme ça. Le précédent, donc, c'était Hubble Space Telescope. Hubble, c'est un très grand astrophysicien américain qui a fait les observations qui ont permis de découvrir l'expansion de l'univers. Donc, c'était un fameux astronome. Là, cette fois, c'est plus un scientifique administrateur qu'un scientifique astrophysicien, mais bon, bref. Donc, le James Webb Space Telescope, il a été lancé le 22 décembre 2021. Il a un diamètre de 6 mètres, donc 6 mètres de diamètre, ça commence à être un gros télescope. Je vous ai parlé tout à l'heure des télescopes de la génération d'aujourd'hui au sol. Les télescopes au sol, les grands télescopes, c'est 8 mètres, 10 mètres. Donc 6 mètres, ça commence à être du même ordre de grandeur que ces télescopes, mais dans l'espace. Alors quand on est dans l'espace, ça change tout. Ça change tout parce que l'atmosphère n'est plus là pour nous déranger avec sa turbulence, elle n'abîme pas les images. Et en plus, il se trouve qu'il y a la lumière, on la décompose en couleurs. Ces couleurs, on appelle ça les longueurs d'onde, parce que c'est une onde lumineuse, et selon la longueur d'onde, on voit une couleur différente. Le spectre lumineux, il va dans les basses énergies des ondes radio. Les ondes radio, c'est de la lumière, jusqu'aux très hautes énergies, les rayons X et les rayons gamma. Ça, c'est vraiment les très hautes énergies. Et nous, notre œil, il voit que ce qu'on appelle que la fenêtre visible, qui va du bleu au rouge. En dessous, plus énergétique que le bleu, il y a l'ultraviolet. Après, donc, il y a les rayons X et les rayons gamma. Et moins énergétique que le rouge, il y a l'infrarouge lointain, le submillimétrique et les ondes radio. Donc, tout ça, c'est les gammes de longueur d'onde. Et nous, on est intéressés à observer dans toutes les gammes de longueur d'onde. Parce qu'il se trouve que la physique d'un astre laisse sa signature dans la lumière qu'il émet. C'est-à-dire que si vous observez tout le spectre électromagnétique, parce que la lumière, c'est des ondes électromagnétiques, donc si vous observez tout le spectre, vous allez voir des phénomènes qui sont dus à des choses qui se passent à basse énergie, à moyenne énergie, à très haute énergie, et nous, on veut balayer tout, on veut savoir tout ce qui s'est passé dans un astre quand on l'observe. Donc d'un spectre, vous êtes capable de sortir des tas d'informations. D'abord la composition chimique. Un atome n'émet pas de la lumière dans toutes les couleurs. Il se trouve qu'un atome n'émet de la lumière ou n'absorbe de la lumière qu'à des longueurs d'onde très précises. Et donc, quand vous regardez le spectre lumineux du Soleil, par exemple, vous allez voir le spectre de cette étoile chaude et des raies noires dessus. Alors, il faut vraiment beaucoup disperser la lumière pour les voir, mais on les voit. Et ces raies nous disent quel est l'atome qui a absorbé la lumière. Dans des nébuleuses qui, elles, par contre, émettent de la lumière, vous allez voir ces raies en émission. Vous allez voir des pics de luminosité à ces raies particulières qui correspondent aux différents atomes. Donc rien qu'en regardant le spectre d'un astre, vous êtes capable de déterminer sa composition. C'est énorme. Déjà, rien que ça, c'est énorme. Mais plus que ça, on peut, en regardant la largeur des raies, les intensités relatives d'une raie par rapport à une autre, on peut déterminer la vitesse, l'agitation, la température, la densité. Donc toutes les caractéristiques physiques d'un astre imprègnent leur marque dans le spectre électromagnétique. Donc il faut aller observer partout. Le problème, c'est que quand on est au sol, l'atmosphère absorbe certaines des longueurs d'onde. Alors je dis le problème, c'est le problème pour les astrophysiciens, mais c'est tant mieux pour les humains, parce que si les rayons X et les rayons gamma n'étaient pas absorbés par l'atmosphère, on ne serait plus là. Donc ces gammes de longueur d'onde-là, heureusement que l'atmosphère les absorbe, parce qu'on serait tous morts. Dans les gammes infrarouges, il y a aussi des zones qui sont complètement absorbées, où l'atmosphère est un filtre complètement opaque pour certaines longueurs d'onde. Donc, si on veut les observer, ces longueurs d'onde, on n'a pas le choix, il faut aller dans l'espace. Le James Webb Space Telescope, son domaine d'observation, c'est les ondes visibles et l'infrarouge. L'infrarouge,
relativement lointains. Hubble était capable d'observer dans le début de l'infrarouge, mais le James Webb, lui, va beaucoup plus loin dans l'infrarouge. Donc ça, c'est intéressant parce que observer dans l'infrarouge, ça permet d'observer du gaz, par exemple, poussiéreux, des zones poussiéreuses, et de voir à travers. Parce que la lumière visible est arrêtée par la poussière. Or, de la poussière, il y en a plein dans l'univers. Alors que certaines gammes infrarouges passent à travers la poussière. Donc, vous voyez des choses que vous ne pouvez pas voir autrement. La poussière, elle émet aussi de la lumière à certaines autres gammes de longueur d'onde. Donc, vous pouvez voir rayonner la poussière à d'autres gammes de longueur d'onde, infrarouge elle aussi. Donc, l'infrarouge, c'est vraiment très riche. Il y a une autre question, une autre raison pour laquelle on veut aller souvent observer dans le rouge, c'est que l'univers, comme je vous ai dit tout à l'heure, est en expansion. L'expansion de l'univers fait que les objets semblent s'éloigner de nous. Or, quand une source lumineuse s'éloigne de nous, son spectre se décale vers le rouge. C'est un phénomène qui s'appelle l'effet Doppler, que vous avez tous vécu un jour ou l'autre, pas avec la lumière, mais avec le son. Quand vous avez une ambulance qui vous passe à côté, quand elle s'approche, vous entendez le son devenir plus aigu, et quand elle s'éloigne, le son devient plus grave. Quand une voiture klaxonne et vous passe à côté, en s'approchant, c'est plus aigu, en s'éloignant, ça devient plus grave. Or, le grave pour la lumière, c'est le rouge, et l'aigu pour la lumière, c'est le bleu. Donc, quand un objet s'éloigne, il devient plus rouge. Donc, plus il est lointain, plus il s'éloigne à grande vitesse, plus il est rouge. Donc, il faut aller le chercher dans les ondes, dans les gammes de l'infrarouge. Donc, l'infrarouge, ça a aussi cette importance. Donc, James Webb a été lancé il y a 1 an maintenant. Alors, voilà sa configuration. Donc, vous voyez, le miroir, c'est un miroir segmenté en hexagone. Donc, il y a plusieurs plusieurs couronnes d'hexagones. Vous avez ici cette espèce de grande voile, ici, avec plusieurs couches, 1, 2, 3, 4, 5 couches de Kevlar. C'est un matériau très fin, comme une feuille de papier d'aluminium. Ça ressemble un peu à ça, c'est pas la même chose, hein, mais c'est ça. Qui sont tendus derrière le télescope. Et cette grande voile, en fait, c'est un bouclier. C'est un bouclier qui permet de protéger le télescope de la lumière du soleil. Donc, le soleil, il est derrière. Donc, on se débrouille pour que le télescope ne voit jamais le soleil. Parce que le problème avec l'infrarouge, c'est que quand vous chauffez un corps, il rayonne de l'infrarouge. Vous rayonnez infrarouge. C'est-à-dire que si je vous photographie en infrarouge, on va vous voir briller. Parce qu'un corps chauffé, à une certaine température, il rayonne. Donc s'il rayonne, eh ben, il faut pas qu'il soit chauffé si on veut observer avec un télescope qui est sensible dans l'infrarouge. Donc on lui cache le soleil et on lui a laissé descendre en température pendant plusieurs mois. Et maintenant, il a une température très proche du zéro absolu. Le zéro absolu, c'est la plus basse température. En fait, c'est moins 270 degrés, quelque chose comme ça, ou moins 260 degrés, c'est la température du télescope, qui, du coup, ne rayonne plus, et on peut maintenant observer l'univers avec. Mais il ne faut jamais qu'il voit le soleil. Il ne faut même pas qu'il voit la Terre. Parce que la Terre rayonne elle aussi. Donc on ne veut pas qu'il voit la Terre. Donc là, je ne rentre pas dans le schéma optique. À l'arrière du télescope, vous avez tous les différents instruments qui sont des spectrographes, des imageurs, etc., qui récupèrent l'image du télescope et font une analyse en longueur d'onde ou bien une image avec différents filtres pour pouvoir après étudier les astres qu'on observe avec. Donc voilà les tailles relatives du Hubble. Donc Hubble, c'est un miroir de 2,40 m, monolithique. Lui, c'était un miroir classique, taillé dans une seule pièce. Et le JWST, donc significativement plus grand en surface. Donc il a été lancé par une Ariane 5. C'est un télescope qui est essentiellement américain, avec une participation européenne et une participation canadienne. Parmi les participations de l'Europe, il y avait le lancement du satellite, du télescope. Et c'est une fusée Ariane qui l'a lancé et qui l'a extrêmement bien lancé. Parce que quand vous lancez avec une fusée, il y a toujours une marge d'erreur qui fait que vous n'êtes pas exactement dans l'orbite que vous vouliez avoir. Et si vous n'êtes pas exactement dans l'orbite que vous vouliez avoir, les moteurs parce que le télescope a lui-même ses propres moteurs, doivent corriger. Et si on doit corriger, eh ben on perd du carburant qui sera plus là pour après faire les manœuvres du télescope quand on veut pointer, etc.
Et plus on est près de la trajectoire voulue au départ, moins on a gaspillé de carburant et plus la mission durera longtemps. Et là, elle était vraiment dans la trajectoire optimale. Il n'y a pas eu besoin d'utiliser de carburant du télescope. Donc, il est vraiment très bien placé. Donc, j'ai passé plusieurs jours où il y a eu plusieurs dépliements. Au 12e jour, tout a été déplié. Une fois que tout a été déplié, les observations n'ont pas commencé. Il a fallu faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, décroître la température du télescope, ça a pris plusieurs mois, et il a fallu aligner. Parce que tous ces segments, il faut qu'ils soient rigoureusement alignés les uns avec les autres. Donc il y a des systèmes derrière chacun des miroirs qui permettent de les aligner. On ne peut pas les lancer préalignés, parce que quand ça décolle, il y a tellement de vibrations que vous perdez le réglage de toute façon. Donc une fois qu'il s'est déplié, on a fait le réglage de chacun des miroirs indépendamment jusqu'à obtenir la meilleure image. Alors, le télescope James Webb, il n'est pas en orbite classique autour de la Terre, comme l'est par exemple Hubble. Hubble, il tourne à 400 km de la Terre, comme la station spatiale orbitale où vont les astronautes actuellement, elle est à 400 km d'altitude, elle est vraiment très basse. Le James Webb, on ne peut pas le mettre là, parce que justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va observer dans l'infrarouge, et il faut qu'il soit loin de la Terre. Donc on le met sur un point particulier qui s'appelle le point de Lagrange, qui est à 1 des points de Lagrange, je ne rentre pas dans le détail de ce que c'est que les points de Lagrange, qui est à 1,5 million de kilomètres, donc il est beaucoup plus loin que le Hubble Space Telescope, il est même beaucoup plus loin que la Lune. Là, vous avez la Lune à peu près à l'échelle, les tailles des planètes ne sont pas à l'échelle, hein, mais les orbites sont à l'échelle. Donc vous voyez qu'il est beaucoup plus loin que la Lune par rapport à la Terre. La Lune est à 380 000 km, alors que là, on parle de 1 500 000 km. Ce qui veut dire que si on a une panne, comme il y a eu dans le Hubble, par exemple, c'est mort. On ne va pas envoyer des gens pour aller réparer. On ne sait pas faire. Donc Hubble a été réparé plusieurs fois, on lui a changé ses instruments plusieurs fois. Il n'est pas question de faire ça pour le James Webb. Le James Webb, il doit fonctionner et être autonome du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas vocation à rentrer. Pardon ? Il n'y a pas vocation à rentrer. Ah non, mais même Hubble n'a pas de vocation à rentrer. Hubble, quand il sera terminé, quand il ne fonctionnera plus, il va tomber dans la haute atmosphère et puis il va finir par dégringoler et tomber sur Terre. Malheureusement. Bien. Alors voilà, ça c'est l'orbite, la trajectoire qu'a suivi le télescope pour aller rejoindre le L2. Donc le L2 c'est une espèce de point abstrait, hein, mais on peut se mettre en orbite autour. Donc le télescope James Webb est en orbite autour de ce point. Il va y rester une dizaine d'années, on espère plus, et pendant ce temps observer. Donc voilà les premières observations que je vais vous montrer, qui sont des jolies observations. La première, c'est la nébuleuse d'Orion. Elles sont reçues sur Terre par... Il y a des radiotélescopes, enfin des télescopes, même pas des télescopes, des antennes radio qui reçoivent les données en temps réel. Elles sont stockées un moment sur le satellite et envoyées régulièrement à Terre, puis traitées à Terre. Et puis après, elles sont distribuées aux différents astronomes, parce que la façon de fonctionner dans l'astronomie moderne, c'est que vous faites des demandes de temps de télescopes à des comités qui dépendent là en l'occurrence c'est la NASA et l'ESA. L'ESA c'est la même chose que la NASA mais pour l'Europe, c'est European Space Agency. Vous avez des arbitres qui jugent les demandes. C'est accepté ou c'est pas accepté. Quand c'est accepté, on vous fait vos observations et on finit par vous les envoyer. Et vous avez 1 an pour les dépouiller, traiter et publier. Si vous n'avez pas fait ça avant 1 an, vos données sont prises par quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est à peu près universel dans tous les télescopes, qui soient au sol ou qui soient dans l'espace. Ces grands télescopes qui ont coûté très cher, on veut absolument qu'ils soient très rentables. Donc les objets observés, c'est les astrophysiciens qui les demandent, et s'ils n'ont pas été capables de publier les données et de trouver des choses avec, les données sont libres d'accès pour tous les astrophysiciens du monde. Et c'est quand même vendu aux chercheurs publics, du coup, les données du... Rien n'est vendu. Non. Rien n'est vendu. C'est vraiment... sinon, c'est libre d'accès. C'est libre d'accès. Alors, évidemment, comme c'est en proportion de quel pays a payé le plus. C'est-à-dire que les Américains auront plus de temps que les Européens, en moyenne, mais pour le moment, c'est pas exactement la quote-part. Les Européens, par exemple, en ce moment, en ont un peu plus. Mais bon, c'est compétitif. Oui. En gros, les données internes, elles sont orientées en prix
Oui. En fonction de l'investissement, etc. Comment on les déroule pendant un an? Ah ben pendant un an, il y a que celui qui a demandé du temps, à qui le temps a été accepté, à qui est envoyé le fichier. Après, lui, il en fait ce qu'il veut. Mais l'organisation qui gère le télescope ne les publie pas. Et à la date, ça passe direct dans le domaine public? Complètement. Dans le domaine public. N'importe qui peut s'inscrire sur le site qui gère tout ça et récupérer des données. Vous pouvez si vous voulez. Vous ne pourrez peut-être pas en faire grand-chose, mais n'importe qui. Oui. Ouais, c'est dans le domaine public. Donc voilà la première image de la nébuleuse d'Orion. Donc, alors déjà, il y a plusieurs choses qui... Alors la nébuleuse d'Orion, c'est une nébuleuse gazeuse qui est visible à l'œil nu hein, quand il fait beau, qui est des gigantesques nuages de gaz et de poussière dans lesquels a lieu une intense formation d'étoiles. Parce que ces grands nuages de gaz, c'est là-dedans que se forment les étoiles. Donc les étoiles se forment dans la nébuleuse. Donc ce qu'on va chercher là-dedans, c'est justement les conditions de la naissance des étoiles. C'est des grands nuages moléculaires. Alors déjà, plusieurs choses. Là, vous voyez, il y a plusieurs points lumineux avec des rayons là. Ça, c'est artificiel. C'est dû au fait que la monture est hexagonale, le miroir est hexagonal. L'interaction, ça, c'est ce qu'on appelle une figure de diffraction. La figure de diffraction, c'est une interaction entre l'onde lumineuse et le miroir qui la réfléchit. Et cette interaction dépend de la forme du miroir. Quand c'est un hexagone, ça fait des pics comme ça, six aigrettes qui sont gênantes, malheureusement, parce que vous voyez, elles vont polluer ici le reste de l'image, mais on vit avec. Et donc les objets ponctuels, c'est-à-dire les étoiles, ont ces pics. Alors les étoiles plus faibles les ont aussi, mais on ne les voit pas, parce qu'elles sont beaucoup plus faibles malgré tout. L'intensité entre le pic de l'étoile et le pic de l'aigrette, le pic de l'étoile est infiniment plus grande. Mais là, comme c'est des étoiles brillantes, elles saturent tout et on voit les bas niveaux. Bref, donc voilà une vue par le James Webb. Et là, c'est une vue où on compare Hubble avec le James Webb. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Hubble, il allait dans le début de l'infrarouge, mais pas aussi infrarouge que le James Webb. Et là, si vous regardez, entre les deux poses, on voit beaucoup plus d'étoiles dans le nuage de gaz, parce que la lumière passe à travers les nuages de poussière. Donc, dans cette gamme de longueur d'onde, on voit énormément plus d'étoiles que dans la pose Hubble. Donc non seulement on a une image de meilleure qualité parce que le miroir est plus grand, donc en finesse d'image, la qualité est meilleure, mais en plus on voit beaucoup plus d'étoiles dans les zones très absorbées. Donc là, l'exploration de la nébuleuse d'Orion, ça fait partie des grands programmes, pas que Orion, hein, de toutes ces nébuleuses gazeuses jeunes, pour aller observer les étoiles en train de se former. Et du coup, il faut combien de clichés comme ça pour arriver à sortir Ça dépend. On peut, si on veut faire des statistiques, il en faut beaucoup pour avoir différentes morphologies, pour avoir différentes, pour les détecter déjà, parce que l'imagerie à elle seule suffit pas. Donc quand vous faites l'image, vous allez commencer à avoir plein de nouveaux objets. Et ces nouveaux objets, vous allez être intéressé pour aller étudier leur physique. Donc le James Webb, il n'a pas seulement des imageurs, il a des spectrographes qui vont aller analyser la lumière de plusieurs de ces objets. Donc là, dans le nuage, la nébuleuse d'Orion, ça va être essentiellement les étoiles jeunes, mais on va voir tout à l'heure qu'on observe d'autres choses, de l'univers profond, où c'est des galaxies, qu'on observe des nouvelles galaxies très lointaines qu'on n'avait pas vues jusqu'ici. Et pareil, on va se mettre à faire de la spectro derrière pour aller étudier la physique de ces astres-là. Donc la première chose, c'est la détection, l'imagerie. Donc l'imagerie elle-même apporte des renseignements, mais pas suffisant. Il faut après faire de la spectroscopie. Donc là, on vous montre plusieurs sous-vignettes de cette image. Donc là, l'étoile brillante avec ses aigrettes, j'en ai parlé. Il suit ici une étoile jaune dans un cocon de gaz.
Donc là, on commence à voir la matière qui est autour de l'étoile. Là, c'est des filaments. Donc, tous ces nuages sont très filamentaires, donc l'étude des filaments est intéressante aussi. Et ici, vous avez encore une étoile en formation. Alors là, on le voit mal, mais c'est un disque d'accrétion, un disque de matière qui tombe sur l'étoile centrale en train de se former, et de la matière éjectée de l'étoile en formation. Donc là, ça fait partie des objets qui vont être étudiés. On va en voir un plus près tout à l'heure. Il y a un autre objet céleste qui a été observé, qui est assez fameux dans l'astronomie de notre galaxie. C'est ce qu'on appelle les piliers des créations. Je ne sais pas qui a donné ce nom poétique. C'est des piliers à cause de la forme. Vous voyez, on dirait des piliers, comme ça. C'est des structures qui se forment quand vous avez des étoiles très massives et très énergétiques qui interagissent avec le gaz et qui le structurent comme ça en piliers. Donc c'est des structures de gaz moléculaires et de poussière. Donc vous avez pareil que tout à l'heure, à gauche la vue de Hubble, à droite une vue du James Webb. Et vous voyez que là encore, immensément plus d'étoiles. Alors dans les zones très très absorbées, ça passe quand même pas, mais vous avez beaucoup plus d'étoiles dans la vue que dans la vue Hubble, où là vous avez essentiellement de la lumière absorbée. Et alors si vous changez encore de gamme de longueur d'onde, je vous ai dit tout à l'heure que la poussière, elle émet aussi de la lumière dans certaines gammes d'infrarouge. Si on va dans le filtre où la lumière de la poussière émet de la lumière, on obtient ça. Donc là, vous voyez vraiment l'émission de la poussière de ces piliers. Alors évidemment, les couleurs ici sont tous des fausses couleurs, hein, puisque c'est de l'infrarouge. L'infrarouge, l'œil n'est pas sensible à l'infrarouge. Donc pour toutes les gammes, les différentes gammes de couleurs de l'infrarouge, on a mis une couleur équivalente visible pour pouvoir faire une image observable. Oui. En début d'Orion, c'est la nurserie des étoiles, en gros. Et ça, c'est le départ d'une étoile, de la création. Ah bah ça, là-dedans, il y a des milliers d'étoiles qui sont en train de se former. C'est toutes. En fait. Pardon? On va dire que c'est un cocon, il y a des étoiles. Voilà, c'est des pépinières d'étoiles. Concrètement, après, elles sortent du cocon, les étoiles, ou Non. Ce qui se passe, c'est que comment se forme une étoile? Une étoile, elle se forme dans un nuage de gaz. Dans ces gigantesques nuages de gaz, le nuage de gaz, sous sa propre masse, il a tendance à s'effondrer, puisque c'est la gravitation. La gravitation fait qu'un corps massif a tendance à s'effondrer sur lui-même. Donc il s'effondre sur lui-même. Il y a des lois de la physique, je ne rentre pas dans le détail de pourquoi, que quand le nuage est beaucoup trop grand, il se fragmente. Donc il se fragmente en plein de petits nuages. Et chacun de ces nuages va finir par s'effondrer. Et chacun de ces morceaux de nuages effondrés va donner naissance à une étoile. Donc ce qui se passe exactement, c'est que au départ, il n'y a pas de structure. C'est un nuage qui a une forme quelconque, en 3 dimensions, et il s'effondre. La densité au centre devient de plus en plus grande, puisque c'est là que s'accumule la matière. Et petit à petit, la pression et la température au cœur augmentent. D'accord ? Donc là, on a l'embryon de l'étoile qui est en train de se former. Mais pour le moment, elle ne brille que à cause du fait qu'elle s'échauffe avec le gaz qui tombe dessus. C'est ça la source d'énergie, c'est l'effondrement gravitationnel du nuage. En même temps, ce nuage de gaz irrégulier, au départ, ça n'existe pas un nuage parfaitement sphérique qui s'effondre de façon sans tourner du tout. Il y a toujours un petit mouvement de rotation. Or, un objet qui tourne, quand il change de diamètre, quand il réduit en dimension, il tourne de plus en plus vite. Donc vous avez votre nuage de gaz petit à petit, il tourne de plus en plus vite. Comme il tourne de plus en plus vite, il y a à l'équateur de ce nuage, vous avez une force centrifuge qui s'oppose à l'effondrement, alors qu'au pôle, il n'y a pas cette force. Donc petit à petit, le nuage va s'aplatir. Ce qui fait que, au bout d'un moment, votre nuage de gaz irrégulier va être transformé en un cœur massif et un cœur chaud et dense, avec un disque qui tourne autour. Et ce disque qui tourne autour, comme il est très chaud lui-même,
la matière est ce qu'on appelle ionisée, c'est-à-dire que les atomes, c'est des protons avec des électrons qui sont autour. On arrache les électrons. Donc vous avez ce qu'on appelle un plasma, de la matière chargée, qui tourne à grande vitesse, et ça génère des champs magnétiques. Donc vous avez un disque qui tourne, avec un champ magnétique au pôle du disque, et de la matière qui est très dense au milieu. Donc vous allez petit à petit avoir un creux qui se creuse à cause des deux lobes là, qui est du champ magnétique, qui va creuser le nuage. Donc vous allez avoir du rayonnement qui sort des deux côtés. Vous allez avoir le disque qui s'effondre, qui continue de faire croître la température et la pression au cœur du disque, et au bout d'un moment, la température est tellement forte au cœur que les réactions thermonucléaires s'amorcent, et vous avez des réactions thermonucléaires au cœur, et voilà, votre étoile est née. Alors comment elle devient sphérique après? Elle est sphérique presque dès le départ, l'étoile elle-même. Mais non, mais c'est un disque. C'est un disque, mais le cœur, lui il est quasi sphérique presque tout de suite. Donc, C'est violent comme distance quand même le cœur. Quand on parlait du cœur, quand je l'imagine, je le vois petit, mais ça a quand même des kilomètres de la Terre. le nuage au départ, il est plusieurs fois de la taille du système solaire. Mais petit à petit, il s'effondre. Donc voilà comment naissent les étoiles là-dedans. Et l'intérêt d'aller observer dans ces régions-là, c'est qu'on les voit, ces étoiles en train de se former. Alors le problème, c'est que ça prend quelques centaines de milliers d'années, donc vous n'allez pas en suivre une, mais quand vous avez des zones où vous avez des dizaines de milliers d'étoiles en train de se former, vous les avez à des âges différents. Donc vous avez tous les âges dans ces endroits-là, et vous pouvez suivre comment évolue la formation. C'est un des avantages qu'on a en astrophysique, c'est que les phénomènes sont toujours très lents par rapport à une vie humaine, mais il y en a tellement que vous pouvez en voir à plein d'âges différents. Alors, ah non, je l'ai placée là, celle-là, tant pis, on reviendra après sur une étoile en formation. Une autre source intéressante à observer, c'est les planètes hors du système solaire. Depuis quelques décennies maintenant, depuis 1995, on sait qu'il y a des planètes autour des autres étoiles. On s'en doutait, mais on a observé leurs traces depuis cette période-là. Maintenant qu'on a des milliers de planètes autour d'autres étoiles. Et on considère qu'à peu près toutes les étoiles ont des planètes autour d'elles quand on fait les statistiques. Et une des façons d'observer les planètes extrasolaires, c'est de regarder quand, par chance, la planète et le disque de l'orbite de la planète est juste vu de profil par rapport à nous. Quand la planète passe devant son étoile, elle absorbe un petit peu... C'est une petite éclipse. Toute petite éclipse. Hein. Il faut vraiment avoir un instrument très très précis pour voir le changement d'intensité de l'étoile. Mais justement, quand vous êtes dans l'espace, vous êtes très stable et donc vous pouvez vraiment mesurer très finement l'intensité d'une étoile. Et en suivant le passage de l'étoile, de la planète, pardon, donc ça c'est l'orbite ici de la planète autour de l'étoile. Donc là vous avez la planète, éventuellement en gris son atmosphère, et c'est ça qui nous intéresse, c'est l'atmosphère, parce que trouver des planètes extrasolaires c'est très bien. Maintenant, l'étape suivante, c'est qu'on veut étudier leur atmosphère, parce que vous voyez l'idée qu'on a derrière la tête. Hein. L'idée, c'est on cherche des molécules qui soient liées à la vie. Et bon, pour le moment, on n'en a pas trouvé. Mais ça y est, on a un instrument qui commence à être le genre d'instrument qu'il faut pour les détecter. Alors, là, vous avez le graphique, vous représente l'intensité de la lumière au cours du temps. Vous voyez, elle ne bouge pas, elle ne change pas, elle ne change pas. Et quand la planète passe devant, l'intensité dégringole, hop, et puis remonte quand elle ressort de l'autre côté. Donc ça, c'est typiquement le type d'observation en courbe de lumière que vous observez quand il y a un transit. Alors si cette courbe de lumière, vous pouvez l'observer à différentes longueurs d'onde, vous allez voir que dans certaines longueurs d'onde, c'est plus absorbé que d'autres, ou absorbé plus tôt que d'autres. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère ici, elle est composée de certains éléments qui absorbent la lumière. Donc si vous avez un élément qui absorbe la lumière à la longueur d'onde que vous observez, vous allez commencer à avoir l'absorption quand l'atmosphère commencera à passer devant l'étoile.
Donc, vous verrez, en fait, vous aurez l'impression de voir la planète plus grande là où il y a de l'absorption due à l'atmosphère. Et vous allez observer comme ça à plein de longueurs d'onde différentes, et ça va vous permettre de reconstruire le spectre des molécules ou des atomes qui sont dans l'atmosphère de la planète qui est passée devant. Donc là, c'est un petit peu le même principe. Là, on a zoomé la partie centrale de la zone absorbée. Les points rouges ici sont moins absorbés, les points bleus sont plus absorbés, donc ça correspond à des raies différentes. Et voilà, quand on observe le spectre, donc ça c'est 4 instruments différents du James Webb Space Telescope qui ont observé le spectre de l'atmosphère de la planète, et on trouve de l'eau, du CO2, du soufre, donc toute la chimie de la planète. Ce qui veut dire que maintenant, non seulement on sait qu'il y a des planètes, mais on sait ce qu'il y a dedans. Ça y est, on commence à avoir de la chimie de ce qui se passe dans la planète. Alors cette planète-là, pour le moment, celles qui sortent en ce moment, c'est celles qui ont été faites le plus rapidement possible, c'est les plus faciles. C'est des grosses planètes qui sont très proches de leur étoile. Une grosse planète très proche de son étoile, une grosse planète, typiquement celle-là, elle a la masse de Jupiter. Elle a la masse de Jupiter, mais elle est très très proche. Elle est plus proche de son étoile que Mercure n'est du Soleil. Donc c'est vraiment, elle est presque collée contre. Donc elle tourne très vite autour. Donc on voit souvent des transits. Donc c'est facile à observer. En plus, les absorptions, comme c'est une grosse planète, les absorptions sont plus fortes. Donc c'est les meilleures conditions pour observer. Donc c'est le premier résultat qu'on a, c'est avec ce type de planète. C'est malheureusement pas celle dont on attend qu'elle porte la vie. Parce une planète de type Jupiter, on s'attend pas trop à ce qu'elle porte la vie. C'est une planète essentiellement gazeuse. C'est pas notre candidat préféré. En plus, elle est très proche de son étoile, donc il y fait très chaud. Donc c'est pas là qu'on aura de la vie. Mais ce genre d'étude va être maintenant continué sur des planètes de plus petite taille. Alors, est-ce que le James Webb aura la qualité suffisante pour voir sur des planètes du type terrestre? L'avenir nous le dira. Mais c'est évidemment celle-là qu'on cherche en ce moment. Alors justement, je vous parlais tout à l'heure des naissances d'étoiles dans Orion. Là, c'est une image d'une étoile en formation, d'une étoile qui a 100 000 ans, à peu près. 100 000 ans, c'est tout jeune pour une étoile. Hein. Une étoile, notre Soleil, il a 4 milliards d'années, 4,5 milliards d'années. Une étoile, les étoiles les plus massives qui vivent pas très longtemps, elles vivent quelques dizaines de millions d'années. Une étoile comme la nôtre qui vit longtemps, elle vit 10 milliards d'années. Mais 100 000 ans, c'est vraiment une étoile dans son enfance. Et là, voilà. Alors déjà, rien que l'image, elle est belle. Évidemment, c'est des fausses couleurs, mais ce qu'on a voulu rendre dans la palette de couleurs qui est donnée là, c'est que plus c'est bleu, moins c'est absorbé par la poussière, et plus c'est rouge, plus c'est absorbé par la poussière. Donc ça veut dire que cette zone-là est plus absorbée que celle-là. Vous avez au centre, vous voyez le trait là, alors là je peux pas zoomer, mais vous voyez ici, il y a un trait en travers, un trait noir. C'est le plan du disque de l'étoile en train de se former. Et les deux cônes qui sont de part et d'autre, c'est la lumière qui sort par les pôles du disque et qui illumine le milieu de chaque côté. Donc là, vous avez vraiment un gros plan sur une étoile en train de se former. Je la trouve belle, cette image, en plus. Alors là, on était dans notre galaxie, mais évidemment, James Webb, ceux qui les attendent le plus, je pense, c'est les cosmologistes, les gens qui étudient l'univers très profond, pour essayer de voir les galaxies, les toutes premières galaxies de l'univers. Alors, pour observer les galaxies les plus lointaines, ce qu'on a commencé à faire avec Hubble déjà, Hubble, il a fait ce qu'on appelle un deep field. Il en a même fait plusieurs, mais le tout premier deep field, ça veut dire champ profond, c'était une zone dans le ciel, un peu plus petite que la Lune, donc en termes de surface sur le ciel, dans laquelle on savait qu'il n'y avait rien. Pour le moment, on n'avait jamais rien observé. Et on a pointé pendant des dizaines et des dizaines d'heures à cet endroit-là avec Hubble. Et quand on a regardé, on a vu qu'il y avait des galaxies partout. Des petites galaxies de formes très différentes les unes des autres, parce que on était dans l'espace, donc on pouvait pointer de façon très stable dans le temps, et en approfondissant, en posant très longtemps, et on a vu apparaître ces galaxies.
Et évidemment, ça a été une fenêtre ouverte vers une nouvelle cosmologie observationnelle, parce qu'on a pu vraiment faire de la morphologie des galaxies. Et on s'est rendu compte, par exemple, que la forme des galaxies n'était pas du tout la même quand on observe des galaxies proches que quand on observe des galaxies lointaines. Parce que plus on observe loin, plus on observe des objets tels qu'ils étaient il y a longtemps. Parce que la lumière ne voyage pas à une vitesse infinie, elle met un certain temps pour nous arriver. Donc, une galaxie proche, vous la voyez presque comme elle est maintenant, alors qu'une galaxie lointaine, vous la voyez telle qu'elle était il y a centaines de millions ou dizaines de milliards d'années. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que vous voyez l'évolution. Et vous vous rendez compte que quand vous regardez les galaxies très lointaines, elles sont très, très irrégulières, beaucoup plus irrégulières que les galaxies proches. Elles ont eu le temps de se stabiliser, de devenir des corps à l'équilibre. Et puis, vous avez surtout beaucoup d'interactions entre les galaxies. Quand vous êtes loin, vous avez plein de galaxies qui s'interpénètrent les unes les autres, parce que les galaxies, elles se forment par interaction successive de plus petites galaxies. Et donc, évidemment, la première chose qui a été faite avec James Webb sur ces champs profonds, c'est de refaire des champs profonds. Et on observe évidemment de nouveau des tas de galaxies. Alors, je vais vous montrer un effet intéressant. Donc ça, c'est un des champs profonds de Hubble. Ça, c'est une étoile. Tout le reste, ici, c'est tout des galaxies. Bon, sauf elle. Ça et ça, c'est des étoiles de notre galaxie qui sont devant. Et tout le reste, c'est des galaxies. Alors, c'est intéressant de regarder un petit peu la forme. Ça, c'est un amas de galaxies, parce qu'il faut savoir que les galaxies, elles ne sont pas distribuées uniformément dans l'univers. Elles sont dans des amas. Des amas qui comportent énormément de matière. Qui comportent beaucoup de matière, mais pas seulement la matière de la galaxie. Il y a de la matière entre les galaxies qu'on appelle la matière noire, dont on ne sait pas encore ce que c'est, mais qui contribue à la masse de l'amas. Donc un amas de galaxies, c'est extrêmement massif. Et on va voir que c'est important. Donc regardons ce qu'on voit dans cette image. On voit déjà ça, là, ça, ce que je vous ai dit, c'est pas très intéressant, c'est les étoiles de notre galaxie. On voit des galaxies, celle-là, 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 c'est des galaxies de l'amas. Et puis on voit des objets qui ont des drôles de formes. Vous voyez ça, celui-là, tout est tout tordu. Là, vous avez des arcs. Là, vous avez encore un arc, un arc, un arc. Des formes d'arcs comme ça. C'est pas leur vraie forme. Il se trouve que la masse dans l'univers, la masse a tendance à courber l'espace. C'est Einstein qui nous l'a dit, que l'espace n'est pas un espace comme on l'imagine, un espace comme on dit euclidien. C'est-à-dire que le chemin le plus court entre deux points, c'est pas la ligne droite. Le chemin le plus court entre deux points, ce serait la ligne droite dans le vide. Mais dès que vous avez de la matière courbe l'espace-temps. Et donc, la trajectoire de la lumière, au lieu d'être en ligne droite, elle est tordue. Ce qui fait que quand vous avez un amas qui est très lourd, enfin très massif, il déforme beaucoup l'univers, la zone de l'univers où il est. Donc les galaxies qui sont derrière, on va les voir déformer à cause de cet effet. Et c'est ça qu'on observe ici. C'est la déformation des galaxies par la courbure de l'espace-temps. Non seulement ça courbe, parce que ça c'est rigolo mais c'est pas intéressant, mais souvent ça amplifie. C'est-à-dire que l'amas de galaxies se comporte comme une lentille. On appelle ça d'ailleurs une lentille gravitationnelle. C'est-à-dire qu'elle concentre la lumière et elle fait que des galaxies qui sont très lointaines, qui normalement ne devraient pas être visibles, deviennent visibles à cause de cet effet-là. Donc c'est un moyen extraordinaire pour avoir accès à un univers encore plus profond que donnerait le télescope tout seul. Donc le télescope plus lentille gravitationnelle vous font voir des objets extrêmement lointains. Donc voilà par exemple ici un de ces arcs, ici, dans le champ profond. Voilà un zoom de l'arc, donc c'est d'une galaxie qui a été déformée et amplifiée. À côté, c'est ce que donnait Hubble. Vous voyez, Hubble, il les voyait, les arcs, mais pas beaucoup de détails. Et on s'est rendu compte que celle-ci, par exemple, elle a tous ces petits points, ça fait partie de cette galaxie, très lointaine, et on pense que c'est des amas, ce qu'on appelle les amas globulaires, les tout premiers amas autour de la galaxie, mais d'une galaxie très lointaine. Donc on observe des structures dans une galaxie à laquelle on ne devrait pas avoir accès. Donc ça va faire partie des résultats importants. Alors dans les champs profonds, on a aussi observé extrêmement vite, beaucoup plus vite qu'on ne l'attendait, des objets extrêmement lointains.
ici, ce point-là et ce point-là, il n'y a pas beaucoup de détails dedans, hein. Il se trouve que c'est les deux galaxies les plus lointaines jamais observées. Et on les a observées très vite. C'est-à-dire c'est des galaxies qui se sont formées quand l'univers avait juste 1% de son âge actuel. Donc c'est à quelques centaines de millions d'années. Centaines de millions d'années, c'est très jeune. Donc, on ne pensait pas que des galaxies, qu'on les verrait si vite, parce qu'on pensait qu'il n'y en avait pas tant que ça. Si on les a observées si vite que ça veut dire qu'il y en a... ou bien alors c'est un extrême hasard, que tout d'un coup on en ait trouvé deux sur deux des champs très rapidement, ou bien ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit, et que en continuant de faire des pauses, on va en accumuler de plus en plus, donc que les galaxies se forment plus tôt que ce qu'on a cru qu'elles se formaient. Donc ça, c'est un résultat majeur pour l'astrophysique observationnelle. Bien, j'en étais fini pour JWST, et je vais passer vite fait à une autre actualité, qui n'est pas une actualité vraiment astronomique, qui est une actualité astronautique. Vous savez peut-être qu'en ce moment, il y a un engin qui a été lancé par la NASA, qui s'est mis en orbite autour de la Lune. C'est le retour des Américains sur la Lune qui commence. Alors je vais en parler parce qu'il se trouve que ça y est, le vol est en cours. On l'attendait depuis longtemps. Alors, d'abord, je veux vous rappeler que la Lune, c'est loin. C'est loin. Par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est la porte à côté, hein. Mais par rapport à ce qu'on est capable de faire avec des engins, où aller, c'est difficile. Parce que souvent, on me dit, pourquoi on est porté sur la Lune? Mais parce qu'aller sur la Lune, c'est difficile. Il faut savoir que les astronautes qu'on envoie actuellement dans l'espace, ils vont sur cette orbite. C'est-à-dire que vous voyez à Terre, ça, c'est 400 km de haut. Voilà où vont l'immense majorité des astronautes, tous les astronautes qu'on envoie maintenant, ils volent tous à 400 km d'altitude. C'est bien, hein, mais c'est rien. C'est vraiment la porte à côté. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur station spatiale. Si jamais il y a un problème, ils se décrochent, ils retombent. Dans les heures qui viennent, ils sont au sol. Si je mets cette figure avec cette orbite basse à l'échelle de l'orbite de la Lune, vous voyez le petit rond, on le voit à peine l'orbite. La Lune, elle est là. Donc, pour le moment, ce qu'on fait, c'est aller là. Aller sur la Lune, c'est aller là-bas. Donc, c'est beaucoup plus loin. On l'a fait. Contrairement à ce que pensent certains, on l'a fait. Mais c'est très cher. Et on l'a fait pour des raisons, je dirais pas pour les bonnes raisons. On l'a fait pour des raisons essentiellement politiques. C'était qui est-ce qui arriverait le premier. Vous savez que c'était la course entre l'URSS et les USA. Il se trouve que c'est les USA qui ont gagné. Mais une fois qu'ils l'ont gagné, ils ont fait Apollo 11, donc qui s'est posé sur la Lune. Il y a eu Apollo 12. Apollo 13 n'a pas marché. C'était presque un accident fatal, presque. 14, 15, 16, 17, et puis ça y est, c'est fini. Donc il y a eu 12 astronautes qui ont marché sur la Lune, et puis c'est tout. Depuis, on n'y va plus. C'était en 72 le dernier, donc depuis, on n'y va plus. Donc 72, ça fait 50 ans. Mais ça fait un moment que les Américains ont dans les cartons des projets pour aller retourner sur la Lune de façon plus pérenne. C'est-à-dire que l'idée, c'est de s'installer, pourquoi pas? S'installer pour quoi faire? Pour des raisons scientifiques. Donc, c'est toujours intéressant d'étudier la Lune. Maintenant, nous autres scientifiques qui étudions des tas d'autres choses dans l'univers, on aimerait bien mettre tous ces sous sur d'autres télescopes spatiaux, par exemple, etc. Donc, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus. Mais il peut y avoir des raisons économiques. Des minerais sur la Lune, des choses comme ça. Ça peut jouer. Et puis, il y a une autre course qui se joue en ce moment, c'est que les Chinois, ils ont bien envie d'y aller. Donc, est-ce que la course va... Donc, toujours est-il que les Américains ont mis au point un système, un nouveau lanceur, qui s'appelle SLS. Alors, on va voir. On n'en est pas là. Mais il y a pas de... On y arrive. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de vrai schéma précis qui disent, voilà, on va faire ça, telle date, telle durée, etc. Pour le moment, c'est flou. C'est flou, donc il y a des choses qui se font, mais on ne sait pas exactement où on va. Donc bref, ça c'est une illustration de ce que c'est que cette fusée. Donc ça c'est à l'échelle la fusée Saturn V qui avait emmené l'émission Apollo sur la Lune. Ça c'est la nouvelle fusée qui est à peu près de la même dimension, qui emporte une charge plus lourde que ne faisait Saturn V. Donc c'est le lanceur le plus puissant qu'on ait jamais construit. Alors parallèlement, ça c'est la NASA. Parallèlement, il y a Elon Musk et sa compagnie SpaceX qui est en train de développer un lanceur très lourd aussi, mais il est beaucoup plus loin.
Il n'est pas en phase près de le lancer. Quand il y arrivera, s'il y arrive, ça sera un lanceur beaucoup plus moderne, normalement beaucoup moins cher à produire en série, mais c'est pas fait. C'est pas fait. Oui, mais pour le moment, ce qui bouge, c'est l'orbite basse. C'est-à-dire que là, il a vraiment tout cassé dans ce qui concerne l'orbite basse. L'orbite pour aller sur la Lune et d'envoyer des gens, c'est notre tisane. Donc, on va voir. Moi, j'en serais ravi, hein, parce que moi, depuis tout petit, j'adore regarder ça, mais bon. Donc voilà quelques plans sur la fusée avant son lancement. Les différentes classes qui vont normalement envoyer tous les éléments de la station dont on va parler tout à l'heure. Pour le moment, c'est la première version qui a été lancée. Donc, elle a été lancée il y a 3 semaines. Et le petit véhicule qui s'appelle Orion, qui transportera à terme 4 astronautes, est en train d'être testé donc, dans toute la trajectoire. Donc voilà une vue d'artiste, là, c'est pas une vraie photo, du module Orion, avec son petit module derrière, le module de service qui est européen. Donc c'est la partie européenne du programme, c'est le module de service qui permet de propulser, de stocker des choses pour Orion, avec ses panneaux solaires ici. Alors, j'ai mis cette truc, mais bon, c'est juste pour vous montrer le décollage, il a fait ça, hop, il y a eu un premier tour ici, un survol de la Lune à faible altitude, un peu plus de 100 km. Il s'est éloigné, donc il est allé de l'autre côté de la Lune, il s'est rapproché, il est passé ici à 100 km d'altitude, et là, en ce moment, il est là. Il est là, il est en train de finir son voyage. Dans quelques jours, il va retomber sur Terre, et on fera le bilan de cette mission. Voilà le lancement. Voilà l'intérieur de la capsule, pour de vrai. Donc, c'est le petit Snoopy là, qui flotte, parce qu'il est en apesanteur. Donc, il y a des mannequins qui sont dedans, pour tester avec des capteurs comment ils ont vécu tout ça. Ça, c'est une photo de la Lune, de la face cachée de la Lune, vue par le module, avec une caméra qui est sur un des panneaux solaires, donc qui permet de bien voir l'ensemble. Donc ça, c'est sympa de voir ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la face cachée de la Lune, parce qu'on n'y allait plus. Puis moi, j'aime bien cette image-là, où vous avez, quand il a dépassé la Lune, vous avez la Lune, la Terre, sur un seul cliché. Donc voilà la mission Artemis. Voilà, ça c'est une des images qui a été envoyée hier. Donc juste au moment où il passait au plus près. Il doit y en avoir d'autres maintenant, mais je ne suis pas allé regarder. Alors la suite. La suite, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Pour vous dire, je ne sais pas. La seule chose qui est à peu près sûre, c'est que le début de la suite, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on va faire une station spatiale qui va se mettre en orbite autour de la Lune et on va y envoyer des gens. Pour le moment, ça sera ça. Pour s'habituer à avoir des gens loin de l'orbite de la Terre, en orbite lointaine, parce que la Lune, c'est pas la porte à côté, il faut plusieurs jours pour revenir, donc ça pose des problèmes plus délicats que d'envoyer des gens en orbite basse. Donc déjà, apprivoiser l'orbite lunaire sur des longues durées. Parce que jusqu'ici, tout ce qui a été fait, l'émission, elle durait rien de temps, elle durait quelques jours, l'émission lunaire. Et puis on repartait avec quelques bouts de cailloux, mieux que des bouts de cailloux, mais bon, mais rien de plus. Alors que là, l'idée, c'est vraiment de réacclimater l'humain, de l'acclimater pour de vrai autour de la Lune. L'idée qui est derrière la tête de plein de gens, c'est que de cette station, on enverra de temps en temps des gens au sol pour aller marcher dessus, faire des expériences, ramasser des échantillons et revenir. Là, pour le coup, Elon Musk est intéressé aussi parce qu'il a gagné le contrat d'un élément qui sera l'élément qui fera la navette entre la Lune et la station, si tout ça se fait un jour. Alors le problème, c'est qu'il l'a gagné, mais entre-temps, il y a l'autre, Bezos, qui a son entreprise spatiale aussi, qui a trouvé que c'était pas juste qu'on le choisisse si tôt, donc ça a été cassé, donc l'appel d'offres est relancé. Donc voilà, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais c'est en train de se mettre en place petit à petit, et très probablement, dans les quelques années qui viennent, on verra les premiers modules d'une station orbitale autour de la Lune.
mais je m'avancerai pas plus que ça. Parce que, Par exemple, que ce soit une base, la Lune après justement partir et faire des expériences qui sont beaucoup plus près, enfin, on est beaucoup moins de la Terre et finalement ça coûte moins cher pour envoyer des. alors oui, après l'idée de Musk, lui, c'est d'aller sur Mars. Voilà. C'est d'envoyer des hommes sur Mars. Mais là, on parle encore d'autres choses. Vous avez vu l'échelle, vous mettez à la même échelle, c'est encore plus énorme. Et puis alors, aller sur Mars, c'est encore plus compliqué, parce que comme je vous dis, la Lune, il faut quelques jours pour y aller. Aller sur Mars, c'est 6 mois. Il faut 6 mois pour y aller, et au bon, exactement, et au bon moment. Parce que si vous partez pas au bon moment, c'est beaucoup plus long et on peut pas y arriver. Donc, il faut y aller au bon moment et repartir au bon moment. C'est compliqué. Il faut savoir aussi que les gens, quand on les envoie autour de la Terre pendant 6 mois, quand ils redescendent, ils sont pas capables de sortir de la capsule. Il faut que des gens viennent les aider. Quand ils auront voyagé 6 mois pour aller sur Mars et qu'ils descendront, il n'y aura personne pour venir les aider. Donc tout ça, c'est des obstacles qu'il faut vraiment pas négliger. Donc le retour autour de la Lune, j'y crois. Sans problème, ça va se faire dans la décade qui vient, j'ai pas de doute. Descendre sur la Lune, je pense que une fois qu'on est à côté, ça sera dur de résister à la tentation d'y aller et de faire. Tout dépendra combien ça coûte, hein, parce que tout ça c'est cher. Alors est-ce qu'on aura vraiment réussi à casser les prix comme ce que veut faire Musk, hein, son idée au départ aussi, avec ses lanceurs réutilisables, c'est de casser les prix. Est-ce qu'on en est à avoir cassé les prix suffisamment pour dire on aura une station qui sera exploitée régulièrement? C'est pas encore fait. Mais, en tout cas, il y a de l'action dans ce sens-là. Est-ce qu'on pense un jour, hypothétiquement, on vient plus loin, qu'on aura d'autres moyens pour se propulser plus vite Pour se propulser plus vite, pour revenir, faire des trajets beaucoup plus rapides? Est-ce qu'il y a des versets là-dessus? pour le moment, il n'y a pas j'ai pas connaissance de moyens qui changent en ordre de grandeur la vitesse, surtout des masses qu'on doit envoyer. Parce que quand vous envoyez des bons hommes sur Mars, il va falloir d'abord construire une base, quelque chose qui peut les accueillir. Parce que quand ils vont aller sur la Lune, là, ou quand ils y sont allés, ils y allaient avec le LEM, le Lunar Module. Le Lunar Module, c'était un petit machin où ils se tenaient debout, ils étaient deux dedans. Quand ils restaient plusieurs jours là-dedans, ils n'étaient pas très confortables. On ne peut pas envisager d'envoyer sur un petit engin comme ça des gens qui vont rester des mois. Parce que quand vous faites un voyage de 6 mois pour aller sur Mars, vous ne repartez pas dans la semaine. D'abord, vous ne pouvez pas repartir dans la semaine. Il faut attendre de nouveau qu'il y ait la bonne configuration pour repartir. Donc, il faut rester longtemps. Donc, tout ça pour dire qu'il y a énormément d'obstacles technologiques et physiologiques qui ne sont pas encore réglés. Donc, l'homme sur Mars, ne nous emballons pas. L'homme sur la Lune, ça va sans doute revenir. Oui. Parce qu'en fait, ils ont été en apesanteur trop longtemps et les muscles s'atrophient. Les os deviennent aussi plus poreux. Quand ils reviennent, ils sont des mémés de 80 ans. Enfin, peut-être pas tout à fait, mais... Oui, absolument. Il y a aussi des rayonnements. Alors, quand ils sont en orbite basse, c'est pas trop le problème. Parce qu'en orbite basse, il y a encore le champ magnétique terrestre qui protège des particules de haute énergie chargées qui arrivent du cosmos. Mais quand vous êtes plus loin, il n'y a plus ça. C'est ça. Donc voilà, il y a plein d'obstacles qui font que l'espace, c'est pas hospitalier. Pas du tout. Mais c'est vraiment pas hospitalier. Donc, est-ce que tout ça vaut la chandelle? Je sais pas. Moi, en tant que scientifique, je suis partagé. En tant que scientifique, j'aimerais bien que tout cet argent aille vers d'autres programmes d'observation. Des télescopes spatiaux, on a des idées de télescopes spatiaux interférométriques qui interagissent entre eux, qui permettent d'avoir une qualité d'image bien supérieure. Il y a des tas d'idées. Mais ça coûte cher. Et c'est en compétition avec ça. S'il n'y avait pas cette compétition, on aurait... Mais le problème, c'est que c'est pas forcément vrai, parce que la compétition, ça c'est dans l'esprit des scientifiques, mais dans l'esprit des payeurs, qui sont les sénateurs américains et ceux qui votent pour eux, et puis nous tous, il y a l'idée de dire, c'est quand même
cool d'envoyer des humains sur la Lune. Ça n'a pas le même impact. Sur la Lune ou sur Mars? Moi, ce qui me gêne, c'est que, par exemple, en ce moment, il y a un rover sur Mars qui est en train de se balader et qui fait des forages et qui laisse les forages pour une future mission qui viendra les chercher. Donc, l'idée d'aller chercher des échantillons de Mars, on se dit que ça va se faire, ça commence à se faire. Donc, et c'est sûrement moins cher que d'envoyer des bonshommes aller forer Mars. Donc, même pour des raisons scientifiques, et puis même si pour des raisons scientifiques, ce serait intéressant d'envoyer des gens sur Mars pour creuser, parce que c'est plus un homme est plus réactif qu'un robot. Quand vous faites rouler les rovers, ils vont très 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 lentement, parce que comme c'est loin, le temps que vous envoyez l'ordre, la lumière, elle met un certain temps. Donc il se met 20 minutes avant que ça vous revienne pour savoir si ça s'est bien passé. Donc vous pouvez pas, votre rover, le faire rouler à toute berzingue, parce que la caméra qui vous fait voir les rochers qui sont devant, elle vous envoie le renseignement 20 minutes plus tard. Donc si vous lui faites avoir une vitesse trop grande, il se chope un obstacle. Donc à distance, c'est pas commode. Donc ce sera sûrement mieux d'avoir des humains. Maintenant, vu le prix que ça sera d'envoyer des humains, il y a des tas d'autres programmes scientifiques largement aussi intéressants que d'étudier la surface de Mars, qui sont en compétition et qui, avec cet argent, pourraient faire des progrès gigantesques. Le trade-off, le choix entre les deux. Et je vous dis, il y a des questions des questions de prestige, des questions d'ego un peu, mais aussi des questions de conquête aussi, de dépassement de limites. Mais c'est humain. Et franchement, je vous dis, moi, je suis partagé. Je verrais des gens de mon vivant marcher sur Mars, je serais le plus heureux des hommes. Ils ne sont pas protégés. JWST a des... Oui, mais des petits impacts. L'essentiel des impacts sont petits, mais JWST a déjà pris un impact plus important que ce qu'on croyait. Pas au point d'abîmer le miroir, pas trop. Mais oui, il y a des risques, bien sûr. Mais bon, la probabilité est calculable. Et donc, le risque n'est pas trop important. Il n'y a quand même pas des gros astéroïdes qui se promènent sur le point de Lagrange. Oui, certes. Donc pour le moment, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des grains de poussière. Un grain de poussière qui va à 30 000 km/h, c'est une balle. Donc il y a eu un premier impact, oui, qui a été mesuré sur la trajectoire. Ça a même affecté la trajectoire du télescope. Ce qu'il y a, c'est que les senseurs qui mesurent la position dans l'espace de JWST, ils sont tellement sensibles qu'ils détectent la moindre chiquenot dérisoire. Et ça a été vu. Et c'était plus grand que ce qu'on croyait. Alors les trous de verre. Oui, mais le problème, c'est que le trou noir, on sait comment il se forme. On a une idée de comment il se forme. Le trou de verre, on n'a pas d'idée. Ce qu'il y a, c'est que... Non, il n'y a pas de calcul. Ce qu'il y a, c'est que les trous de verre sont pas contradictoires avec la relativité générale. C'est-à-dire que la forme de l'univers, la géométrie de l'univers est contrainte par le contenu en masse et en énergie. Mais ce qu'on appelle la topologie, c'est-à-dire la structure, par exemple, le maillage, par exemple, un trou, c'est comme un donut, par exemple. Un donut, c'est un tore, ça a un trou. Et vous avez, topologiquement, un donut et une sphère, c'est pas la même chose, parce qu'il y a un trou dans le donut. Mais géométriquement, il n'y a pas de différence fondamentale. C'est topologiquement que c'est différent. Donc vous pouvez avoir des solutions qui géométriquement sont compatibles avec la relativité générale,
mais qui topologiquement ont une forme différente. C'est pas interdit. C'est peut-être pas interdit. Ça peut pas dire que ça existe. Non. Voilà. Non, parce que les très fortes courbures, comme on a vu avec les amas de galaxies ou un trou noir qui sont encore une plus forte structure, on sait d'où ça vient. On sait que ça vient d'un contenu en matière, un contenu en masse et en énergie très grand, très localisé. Ça, on sait d'où ça vient, donc on comprend ce qui se passe. Un trou de verre, un tunnel d'un passage à l'autre de l'espace-temps, qu'est-ce qu'il aurait formé? Donc en fait, ce ne sont pas des données scientifiques, ce sont des données philosophiques. Oui. C'est pas que c'est pas scientifique, c'est que c'est pas expérimental, c'est pas observationnel. Après, vous avez le droit, du moment que les équations de la théorie vous interdisent pas de faire ce que vous faites, vous avez le droit de le faire. Mais non, non. Et C'est difficile d'arriver quand on est novice, oui. d'arriver à extraire. Non, mais là, il y a des trous de verre, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas d'observer, ça, c'est quelque chose qui est hypothétique. Et en tout cas, c'est pas l'autre côté d'un trou noir. Ça aussi, ça n'a rien à voir.